Bonsoir, messieurs et dames, merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes aujourd'hui dimanche et on vous sert à 20h le journal du dimanche au soir qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Inhumation ce dimanche à Waïguia de Soumaïla Ganame dit Ladji Yoro et ses compagnons tombés le jeudi 23 décembre dernier. Une foule immense a fait le déplacement, des images à voir dans ce journal du dimanche au soir. Quelle lecture de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2022? Il a été adopté par l'Assemblée nationale le jeudi 16 décembre dernier. Nous aurons des éclairages du directeur exécutif du CIFWEB, Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Et enfin sport, les étalons reçus par le Premier ministre Lassina Zerbo ce dimanche 26 décembre dans la matinée. Quelles ambitions pour la CAN, grand-messe continentale du football qui débutera le 9 janvier prochain? On en parlera avec Brema Maïga, agent de joueur, et Claude Romba, journaliste sportif. C'est le déroulé pour ce qui est de ce journal du dimanche au soir. Nous allons parler sécurité comme nous l'annoncions en titre avec Soumaïla Ganema dit Ladji Yoro qui a été conduit à sa dernière demeure ce dimanche 26 décembre à Waïguia, tué dans l'attaque d'un convoi qu'il escortait plutôt avec ses hommes. Celui que beaucoup considéraient comme le héros de la lutte contre le terrorisme a été décoré à titre posthume par le ministre en charge de la Défense nationale avant d'être inhumé au cimetière de Oufré devant les proches, amis, collègues d'armes ainsi que de nombreux sympathisants. Le point dans des obsèques dans ce reportage signé Serge Caboret. Il est 13h à la morgue du centre hospitalier régional de Waïguia dans la région du Nord ce 26 décembre. Ici, ce sont des visages au regard lointain, des regards vides, des bouches crispées. La consternation et l'indignation sont totales en ce jour tragique pour la famille des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Au total, 41 personnes, selon un bilan officiel, ont perdu la vie 72 heures plus tôt dans une attaque terroriste. Et parmi les victimes, Soumaïla Ganame, connu sous le pseudonyme de Ladji Yoro, le chef des VDP de la zone, l'un des symboles de la résistance dans cette lutte acharnée. La disparition de notre héros, loin de semer le doute et le découragement, au contraire, doit nous regarder et raviver en nous la ferme et solide détermination à continuer le combat, non seulement en sa mémoire, mais aussi et surtout pour venir à bout définitivement des ennemis de notre patrie. Après une décoration de chevalier de l'ordre de l'étalon à titre posthume par le ministre en charge de la Défense nationale Barthélemy Simporé, ainsi que les hommages militaires, la direction est prise pour le cimetière de Oufré avec un cortège impressionnant. Le cimetière est bondé de monde venus des 4 coins du pays pour saluer une dernière fois l'héroïsme et l'engagement sans faille de ce VDP dans le combat. Les mots me manquent, vraiment les mots me manquent. Vraiment, nous regrettons énormément sa disparition. La lutte va continuer. Sûrement son action, nous allons continuer son action. Qu'il soit VDP ou pas, je pense que nous allons continuer son action. C'est une grande perte pour le Burkina Faso, une énorme perte pour la région du Nord et une perte incommensurable pour ses amis VDP et tous ceux qui sont aujourd'hui là, comme citoyens de la ville de Waïguia. Nous souffrons au fond de notre cœur parce que c'est un être qui s'est vendu, il a tout perdu, il a tout laissé, les résistances et tout pour la patrie. Malheureusement, nous le perdons à un moment où on sait que c'est maintenant qu'on devait être avec lui. Le jour de Ladji Yoro est arrivé et Dieu a permis à ce qu'il retourne. Mais en toute sincérité, ça nous fait mal au cœur. On vient de perdre en tout cas un brave combattant, un combattant hors pair. Mais comme c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Certains ont fait le déplacement depuis Ouagadougou. À l'image du MPSK, le mouvement Plus Rien ne sera comme avant. Nous avons effectué le déplacement depuis Ouagadougou pour rendre hommage à notre dernier héros, Ladji Yoro. Yoro représentait pour nous un combattant intrépide. Celui-là, de par son vivant, qui a été un exemple pour la survie de la nation.
Né en janvier 1979 à Dédougou, Soumaïla Ganamedi Ladji Yoro est mort les armes à la main à 42 ans. Toujours prêt à donner l'exemple et à motiver ses troupes, quelle que soit l'adversité, Ladji Yoro était apprécié par non seulement les populations, mais aussi par ses frères d'armes VDP ainsi que les forces armées nationales. Il laisse derrière lui 4 femmes inconsolables et 8 enfants. Retour sur ce plateau avec d'abord Serge Kaboré qui a fait ce reportage-là, parce que vous venez de rentrer, hein, ça fait à peine 2h, 1h30 de Waïguia. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes aussi avec notre visage, Massourou Guiro. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes chargé de communication du MPRESCA, du mouvement Plus rien ne sera comme avant. Vous qui êtes aussi, il faut le dire, un proche de Ladji Yoro. Et moi, je vais venir vers Serge. On a vu ces images-là. Vous les avez vécues, hein, parce que quoi qu'on dise, ce monsieur, c'est un grand symbole. Tout le monde a partagé un peu sa disparition sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a marqué les esprits, malgré qu'il n'avait pas demandé d'être mis comme ça sur donc le devant de la scène. Quel a été le sentiment premier que vous avez senti là-bas, dans les populations, à ce moment fort-là? Alors, un sentiment d'émotion. L'émotion était grande à Waïguia ce jour-là. Il faut dire que de mémoire de quelques habitants que j'ai pu approcher, ils n'ont vu pareil monde que depuis le décès de Salif Diallo. Alors, imaginez-vous la mort de l'hôpital, du CHR, bondé de monde, il n'y a pas de place. La route du cimetière, arpentée par tout le monde, les gens sortaient de leur porte pour voir passer, jusqu'au cimetière où accueillait une foule incommensurable. L'émotion avait été à son paroxysme et il faut dire que la consternation était également là. Certains laissaient couler quelques gouttes de larmes, d'autres posaient des questions tout seuls. Comment ça a pu arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est Ladji? On aurait dit que dans la tête de certains habitants de Waïguia, il était immortel. Et la consternation, elle était bien là. Je reviens vers Guiro. Vous avez fait les déplacements de Ouagadougou, hein, pour y aller, parce que quoi qu'on dise aussi, c'est un ami. C'est vrai. Effectivement, on a fait les déplacements ce matin pour aller accompagner notre cher ami Ladji Yoro dans son dernier demain. Et donc, nous tous, nous allons partir là-bas. Ladji Yoro, c'est un ami, un grand ami que nous avons découvert sur le terrain. C'était le décembre 2019. On a d'ailleurs même les images, parce que la régie va nous permettre de les voir. D'accord. Oui, continuez. Oui, que nous avons découvert en décembre 2019. Voilà, c'est lui qu'on a donc en image avec. Voilà. Donc, nous avons échangé avec lui. Nous les avons fait comprendre qu'il faut travailler et toujours pour sécuriser le Burkina. Il n'a qu'à faire de ce qu'il peut et pour sécuriser sa commune. Et en ce temps, il n'y avait pas, le président Roch avait lancé le message, mais il n'avait pas créé le VDP d'abord. Et notre rôle aussi de MPRESCA, nous avons le droit de savoir et le devoir de rendre compte. Et dans notre mission, nous avons lancé la résistance à Titao. Et quand nous avons lancé la résistance à Titao, on les a tous invités. Il y a eu plusieurs VDP, plus Ladji Yoro même qui est venu, qui est quitté de Yoro. En ce temps, il était à Yoro, il est quitté Yoro, il est venu à Titao, assister à notre meeting, par exemple, à notre meeting qu'on a fait, une meeting de sensibilisation. D'accord. Et vous dites que c'était même avant qu'on ne lance les VDP. Et Ladji Yoro était déjà très engagé, mais en tant que Koglouégo. En tant que Koglouégo. Et on parlait déjà de ses prouesses. Oui. Voilà. Et vous l'avez eu au téléphone juste le matin même de son décès. Oui, le 23, je l'ai eu le 23 matin vers 8h30, parce que Savane Média m'avait demandé de le contacter. Et il voulait pour dire des émissions qui devaient se passer ce samedi-là, samedi 24, pour une émission de 120 minutes qu'ils avaient demandé. Et j'ai rentré en contact avec lui. Il a donné son accord. Mais il me dit, je suis en train d'aller à Waïguia pour convoyer des gens, mais à mon retour à 17h, tu m'appelles. À 17h, j'ai essayé de l'appeler, son téléphone ne passait pas. J'ai tenté, ça ne passait pas. Et j'ai appelé certaines personnes à Titao là-bas. J'ai dit, mais j'appelle Ladji, mais ça ne passe pas. Il dit, non, Ladji est tombé dans une embuscade. Donc peut-être après, on va tenter. Et on a continué à tenter, ça ne passait pas. À un moment donné, j'ai appelé quelqu'un, il dit, il y a quelqu'un qui vient nous confirmer que son téléphone, quelqu'un répond sur son téléphone, mais c'est un enfant, un terroriste qui répond sur son téléphone. Quand ils m'ont dit ça, mon téléphone est tombé et j'ai commencé à couler des larmes. Tout à l'heure,
on écoutait donc Kaboré, Serge qui disait qu'il y a un sentiment qui était partagé. C'est comme si Ladi Yoro était immortel. Tellement il partageait cette conviction-là, il assurait les autres. Vous avez senti ça tout le temps avec lui? Bon, il n'est pas immortel, mais bon, si certains pensent que quelqu'un est immortel, c'est faux. Mais Ladi Yoro, c'était quelqu'un qui galvanise. D'accord. Il avait le courage et la détermination de ce combat-là que les ennemis nous ont imposé. C'est pour cela que les gens ont découvert Lagui sur le terrain. Il avait le courage, là où il vient aller, il part sans problème. Et si tu es derrière Lagui Yoro, toi-même tu sais que c'est un homme qui s'est engagé dans cette lutte. D'accord, je reviens vers Serge. Vous dites qu'il y avait plusieurs sentiments. Il y avait la consternation, mais il y avait un genre de révolte aussi. Oui, des révoltes, il y en avait parce que les gens se posaient une question, comment cela a pu arriver, étant donné que plusieurs alertes et plusieurs interpellations avaient été faites. On demandait à ce qu'ils soient équipés, on demandait du renfort à ce qu'ils soient accompagnés dans les différentes missions, mais il n'en était rien. Alors, jusqu'à ce que le drame soit là, les gens se posent des questions. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est arrivé maintenant? Et même au moment de l'enterrement, beaucoup se sont dit, beaucoup posaient les questions, mais qu'est-ce que les militaires font là? Pourquoi ils n'étaient pas là quand le drame a eu lieu? Pourquoi c'est maintenant qu'ils viennent? C'est ces sentiments d'émotion, de révolte qui revenaient beaucoup. Massoulou, vous discutiez très souvent avec lui, hein, et il s'en plaignait souvent de n'être pas assez soutenu. Et effectivement, vous savez que le 26 juin 2021, et nous avons interpellé les autorités par rapport à la situation de Titao. Et nous avons, les MPRESCA a participé à la marche de Titao. Nous avons tous demandé une base militaire à Titao. Mais cela n'a pas été fait. Et vu Titao, c'est une grande province. Et Titao aussi est collé quand même à la province du Nord. Et surtout avec le Sahel. Et vous voyez que ce n'est pas facile. Et vu la situation de Titao, nous avons toujours interpellé des soutiens militaires et puis les matériels. Il faut que les hommes soient sur le terrain avec les matériels. On a toujours demandé, même demandé des bases militaires, mais cela a resté silencieux. Jusqu'à aujourd'hui, Lagui Yoro a plusieurs fois interpellé, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Après, même si une semaine que les militaires viennent sur le terrain, on va faire au moins 5 jours dans la zone, faire des tournées dans la zone, et ça a resté silencieux. Non, mais bon, on a pu voir aussi quelquefois des images de lui avec des forces de défense et de sécurité. Ça veut dire qu'il y avait quand même une collaboration. Oui, ça veut dire que les militaires viennent, mais ils viennent, mais il n'y aurait pas. C'est ça, là. Bon, vu aussi la situation générée de l'insécurité aujourd'hui, les militaires sont appelés partout au Burkina pour sécuriser le pays. Souvent aussi, ce sont ces problèmes aussi, bon, qu'on ne peut pas les accuser. Mais quand même, s'il y avait une base militaire à Titao, bon, ça allait quand même diminuer beaucoup de choses aujourd'hui. Mais malheureusement, on a tous assisté. Ça veut dire nous-mêmes, on a été responsables. Nous sommes tous responsables de la mort de Lagui parce qu'il a plusieurs fois interpellé, mais ça a resté toujours silencieux. C'est ça qui nous fait un peu mal et fait mal aussi à la population qui était en colère aujourd'hui à l'enterrement. Il y a cet autre aspect là aussi que je veux aborder avec vous, puisque, je répète, vous discutiez très souvent avec lui. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a été mis aussi, quoi qu'on dise, au devant de la scène, avec des photos, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Pour certains aujourd'hui, peut-être que c'est après coup qu'on on se dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on ne l'a pas fragilisé? Est-ce qu'on ne l'a pas exposé? Lui, comment est-ce qu'il voyait cette exposition médiatique-là? Bon, il sait qu'il était exposé, lui, mais c'est qu'il était exposé. Et vu même les ennemis du peuple, et visait Lagui il y a très longtemps. Et Lagui a échappé plusieurs attentats, et plusieurs attaques Lagui a échappé. Ce n'est pas le seul. Mais il a plusieurs fois échappé et malheureusement cela est arrivé. Et là, depuis qu'il est sur le terrain, avec ses hommes, en tout cas, ils ont eu beaucoup de choses sur le terrain que je peux vous expliquer. Parce que je ne connais pas beaucoup, mais je sais que là, il a échappé plusieurs tentatives, embuscades sur le terrain. Ah oui, il a échappé. Parce qu'à un moment donné, il était la cible de ces terroristes-là, pour le symbole qu'il était. Ah oui, il était la cible des terroristes. Il était là, et lui, il même souvent dit que l'ennemi n'est pas au-delà, l'ennemi c'est entre nous-mêmes d'abord. Ça veut dire que lui-même il sentait que vraiment il était délaissé, ou bien les gens ne l'écoutaient plus, et peut-être il a toujours demandé à l'autorité d'appuyer ces éléments sur le terrain, même si c'est chaque fois une semaine que l'avion puisse passer à Titao, les renforcer dans leur lutte, passer même les soutenir dans leur lutte. Il a plusieurs fois demandé. Souvent l'avion vient, souvent l'avion ne vient pas. Bon, ça, je peux comprendre que c'est une situation aussi qui nous a imposé par rapport à les moyens que nous
nous aussi on a. Vraiment, peut-être ce sont ces moyens qui ne nous ont pas permis de faire ces missions-là. D'accord, je reviens à vous, Serge Kaboré. Il y a eu, c'est vrai, la première étape, levée de corps. Maintenant, il y a l'inhumation en elle-même. Mais là-bas, ça a quand même un peu chauffé. Oui, l'inhumation, ça a quand même chauffé, il faut l'avouer. Et c'est pas la première fois, vous vous souviendrez que toutes les fois où il fallait aller enterrer des soldats ou des VDP, il y a toujours eu ces tiraillements. Et aujourd'hui, par exemple, lorsque le convoi mortuaire est arrivé, les gens s'étaient déjà indignés en parlant du fait qu'il a été décoré à titre posthume. Dès qu'ils ont vu les autorités, dès qu'ils ont vu le cercueil qui arrivait, les gens se posaient des questions. Au niveau de la décoration, pourquoi ça a encore été fait, pourquoi on a attendu après. Et vous assistez à un moment où le cercueil est en train d'être mis sous terre et des gens qui se posent la question, mais pourquoi les autorités sont en train de repartir? Et là, tu voyais entre eux, ils étaient en train de se bousculer, ils étaient en train de dire, mais c'est pas normal. Donc, à un certain moment, on avait même peur que ça dégénère. C'est toutes ces choses-là. Voilà. Et peut-être ça sera pour moi aussi la dernière question à vous deux, parce que vous rentrez directement de Waiguia. Quel a été le sentiment à la fin? Parce qu'il y a aussi ces hommes qui sont venus l'accompagner à cette dernière demeure. C'est leur chef, c'est celui qui était le symbole de la résistance. Est-ce qu'ils gardent espoir? Est-ce qu'ils sont marqués, c'est vrai, mais est-ce qu'ils gardent cet espoir-là, ils gardent cette fermeté de continuer ce que l'homme a commencé? Cet espoir, cette fermeté, ils la gardent, mais avec beaucoup d'émotion. J'ai vu des personnes de 60 ans sur des motos, des VDP, qui coulaient les larmes, qui disaient il est parti, qu'est-ce qu'on va faire? Et d'autres qui tapotaient l'épaule pour dire mais on doit continuer le combat, on doit continuer ce qu'il a fait pour qu'il ne soit pas parti pour rien. Donc il faut dire que, comme disaient certains au cimetière, il y a d'autres Yoro qui vont renaître et qui vont continuer le combat. C'est ce qui est à espérer. Et la même question pour vous aussi, Guiro, parce que vous êtes avec eux et vous sentez qu'il y a toujours cette niaque-là. Mais nous devons tous continuer sur le combat. On doit continuer, on ne doit pas baisser les bras. C'est ça. Parce que, vous savez, chacun est venu, il a joué son rôle. Là, Thomas Sankara est arrivé, il a joué son rôle en 4 ans. Là, Guillaume est venu, il a joué son rôle en 4 ans. Chacun a appelé à contribuer, à donner sa vie pour la nation. Cette nation appelle toujours à ses fils, ceux qui sont capables vraiment de soutenir le pays. Il y a d'autres qui sont des médecins qui se battent tous les jours pour la santé. Il y a d'autres qui sont des économistes qui se battent toujours pour que... C'est ça aussi. Chacun, là où il est né, là où il doit donner sa contribution, il doit le faire. Mais cela ne dit pas que c'est la fin de la vie. Je pense qu'aujourd'hui, chaque chose, c'est des leçons pour nous. Là, il devait être protégé. Bon, il n'a plus cette protection. C'est ça malheureusement que les gens parlent aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour travailler pour que Burkina soit sécurisé. Merci bien Massourou Guiro. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du MPRESCA, le mouvement Plus rien ne sera comme avant, ami aussi de la Dioro. Merci Serge Kaboré pour ce reportage très intéressant que vous nous avez permis de voir. Nous allons nous poursuivre le JDS, le journal du dimanche au soir, avec cette autre rubrique, celle économie. Et pour parler économie, on va s'intéresser au budget, comme nous le disions en titre. L'Assemblée nationale qui a adopté la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2022 au cours de la séance plénière tenue le jeudi 16 décembre dernier. 101 députés pour et 26 abstentions. Les recettes totales s'établissent à 2349 milliards 112 550 000 francs CFA et les dépenses totale à 2919 milliards 148 573 000 francs CFA. Le budget, a rappelé le ministre de l'économie, des finances et du plan, Lassane Kaboré, a été élaboré dans un contexte particulièrement difficile pour le Burkina Faso, lié à l'insécurité et à la Covid-19 qui handicape l'économie mondiale. De ce budget de 2022, 36,45% sont consacrés aux services généraux des administrations publiques, 21,56% à l'enseignement, 9,17% à la défense, 6,17% à l'ordre et à la sécurité publique,
public et 4,93% à la santé. Le CIFWEB a donné sa lecture sur le budget voté par l'Assemblée nationale pour l'année 2022. C'était le mercredi 22 décembre dernier. Les avis sur les lois de finances, c'est un exercice, il faut le rappeler, régulier du CIFWEB qui est engagé à informer et stimuler l'intérêt des citoyens à s'impliquer davantage dans la gestion de la chose publique. Nous sommes d'ailleurs avec Youssouf Ouattara, directeur exécutif du CIFWEB, qui nous rejoint donc pour analyser ce budget et en parler, puisqu'il y a eu une note du CIFWEB en la matière. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Et je suis avec David Nana, puisqu'il s'agit de la partie économie de ce JDS. Première question, j'ai donné quelques détails tout à l'heure sur le budget. Quelle est la vue d'ensemble pour le spécialiste que vous êtes quand on regarde ce budget-là, parce qu'on parle d'épargne budgétaire, déficit budgétaire, quel est le regard global? Alors, en observant donc la loi des finances 2022, il y a quand même quelques indicateurs, on va dire, qui sont au vert et d'autres indicateurs sont beaucoup plus à l'orange. Déjà, en termes de progression de nos recettes, de notre budget, au regard de la situation nationale, on peut se réjouir et dire que nos finances publiques jusque-là se portent bien. Et d'ailleurs, la performance des différents régimes des recettes montre bien que les finances publiques se portent bien. Mais maintenant, on est en droit de se poser la question jusqu'à quand. En termes d'autres indicateurs au vert, on va noter que l'épargne budgétaire a progressé. C'est cette capacité de l'État à s'autofinancer en termes d'investissement qui est aujourd'hui de 96 milliards, alors que pour le budget 2021, il était de 35 milliards. Mais on est toujours en deçà du niveau de 2019 qui était de l'ordre de 193 milliards. Bien sûr, 2020-2021, la Covid-19 est passée par là. Donc, en termes d'épargne budgétaire, nous pensons qu'il y a des efforts qui sont faits. On a regardé aussi les sectoriels. Peut-être on reviendra spécifiquement sur la question de la défense et de la sécurité. Et nous avons observé aussi la gestion des finances publiques et de contrôle. Et sur ce plan, on note pour l'autorité supérieure de contrôle de l'État qu'il y a eu plutôt une régression dans la dotation des crédits à cette institution. Et quand on fait le lien donc avec le discours du chef de l'État, qui a décidé donc d'engager une opération main propre, et dans cette opération, on sent que l'autorité supérieure de contrôle d'État aura un rôle central à jouer. Alors, si vous diminuez les moyens de cette institution, on peut se poser la question comment vous allez opérationnaliser cette mesure. C'est vrai que tout n'est pas de l'ordre budgétaire, il y a beaucoup plus la volonté politique, la volonté administrative, mais aussi il faut qu'il y ait plus de moyens pour cette institution pour pouvoir assurer son rôle. D'accord. Allez donc, David Nana. Merci beaucoup. Moi, c'est déjà commencé par saluer le travail que fait le CIFWEB avec le regard d'économiste. C'est un travail que nous saluons à sa juste valeur parce que ça permet de maintenir la veille quant à la bonne gestion de nos ressources. Donc, je salue ce travail. Maintenant, pour revenir à votre analyse proprement dit, on sait aussi que quand on parle de budget, c'est aborder la rubrique recettes et dépenses, vous l'avez dit vous-même. Et il ressort aussi qu'au niveau des recettes, il part belle, c'est la recette fiscale, c'est vrai, de façon particulière. Mais de façon générale, qu'est-ce qu'on retient des recettes au Burkina Faso? On constate que les recettes sont beaucoup tirées par les recettes fiscales, de l'ordre de 75%, ce qui est consistant. Mais comme je l'ai dit, nous faisons le lien avec la situation nationale. Nous avons fait un travail en 2019. On a constaté que les finances publiques se portent bien. Le recouvrement, les recettes fiscales également se portent bien. Mais comme ces recettes dépendent de l'activité économique, jusqu'en 2019-2020, l'insécurité touchait surtout le milieu rural, donc ce qui fait que c'est les recettes, c'est les finances locales qui étaient beaucoup plus touchées, mais de plus en plus avec le phénomène qui handicape l'activité au niveau des villes. Donc il va de soi qu'on observe vraiment comment ces recettes fiscales vont évoluer. Sinon, on a une bonne évolution des recettes fiscales, ce qui traduit éventuellement peut-être un meilleur engagement des acteurs de la chaîne de recouvrement et aussi de la volonté des citoyens à consentir donc à payer l'impôt.
Tout à l'heure, David Nana a engagé avec la question des recettes. Moi, je m'en vais sur la partie dépenses. Là-bas, vous avez fait un bon travail pour stratifier les choses. Déjà, quand on voit le budget, ça commence par 36,45% qui est consacré aux services généraux des administrations publiques. Vous détaillez jusqu'à la partie réservée à la santé. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? Oui, en matière de dépenses, on note que le fonctionnement global des services publics consomme une grande part des ressources. C'est ça. Et ça, c'est en contradiction avec le discours ou la volonté des organisations de la société civile de voir une administration qui réduit son train de vie. Et on peut le noter quand on observe par exemple les acquisitions des biens et services. Cette rubrique augmente également parce qu'au niveau des charges de personnel, vous n'avez pas une grande marge en termes de réduction, mais dans les acquisitions, dans les frais généraux de fonctionnement, par exemple les frais de transport, les frais de location, vous pouvez faire quelque chose. Mais on constate que cette rubrique, elle est toujours en croissance. Donc, et si on prend en compte également la dimension technologique, on sait que depuis l'avènement de la COVID-19, maintenant, c'est les technologies, les gens travaillent beaucoup plus avec les technologies, mais on ne sent pas cet impact dans la production administrative chez nous. Peut-être que ça s'explique aussi par la qualité des infrastructures technologiques, mais ça ne contribue pas à réduire les frais généraux de transport, par exemple. Et également, sur le plan des dépenses, on note qu'au niveau de la santé, nous sommes de l'ordre de 14%, mais de manière générale, vous allez constater que nos chiffres sont différents des chiffres du gouvernement. Et par exemple, vous prenez le secteur de la défense et de la sécurité cumulée, nous sommes à 15,54% et le gouvernement est à 20%. Ça s'explique par la méthode de calcul. Et dans la démarche du gouvernement, ils ont pris l'ensemble des recettes. Vous savez, dans le processus de définition des dépenses, la dépense prioritaire, c'est la dette. Vous-même, si vous avez un prêt auprès d'une banque, quand votre salaire tombe, c'est votre obligation qui est honorée d'abord, avant que vous voyez le reste, qu'est-ce que vous faites avec. Donc au niveau de l'État, c'est la même chose. Donc c'est la charge de la dette qui doit être assurée. Donc au niveau du gouvernement, ils ont soustrait cette charge de la dette et le reste à allouer aux différents départements ministériels qu'ils ont considéré comme le dénominateur. Okay. Alors quand on divise les allocations de la défense et de la sécurité par ce dénominateur, on a 20%. Mais nous sommes partis sur la base de l'ensemble des recettes, y compris celles qui devaient être affectées à la dette. Et on a fait notre division. Donc vous voyez, chez nous, la base, le dénominateur est beaucoup plus large. C'est ça. Et on obtient 15,54%. Et pour être plus précis, c'est 9,17% à la défense, 6,17% à l'ordre et à la sécurité. Exactement. De manière générale, ce qu'on fait aussi, c'est de regrouper, mais à un certain moment, on essaie de voir la dimension défense et la dimension ordre public et sécurité. Sur la défense, d'ailleurs, vous avez une question? Oui, moi je veux bien qu'on reste sur la défense. Vous l'avez signalé vous-même, une certaine priorité pour la sécurité et la défense de la part du gouvernement. Vous avez évoqué les chiffres, 15,54%. Mais lors de votre sortie, vous dites que malgré tout, avec cet accroissement au niveau de la part réservée à ces deux entités-là, et le terrorisme, ça persiste, ça continue. Quel est votre regard et quel commentaire faites-vous? Effectivement, les 15,54% constituent une progression de 18% par rapport à 2021. D'accord. Mais le budget, c'est un instrument pour résoudre des problèmes. Le budget, c'est un instrument pour adresser des questions publiques. Et relativement à la question sécuritaire, on voit que le problème perdure. C'est vrai, dans l'équation sécuritaire, la sécurité et le budget n'est qu'une variable. Donc il y a plusieurs variables, mais le budget n'est qu'une variable. Mais on peut considérer singulièrement cette variable. Et quand on considère singulièrement cette variable, il y a des hypothèses qu'on peut formuler. Ça veut dire que le traitement, ça veut dire les allocations dans le secteur ne sont pas suffisantes. D'abord, peut-être dans la définition de la loi de programmation militaire, les acteurs n'avaient pas pris la mesure de la situation pour prévoir les crédits budgétaires nécessaires pour ce secteur. Ça peut vouloir aussi dire que dans la gestion des finances publiques dans le secteur de la défense et de la sécurité,
il y a un travail à faire davantage. Déjà dans l'allocation en termes d'analyse fonctionnelle. Vous savez, nous sommes dans le budget programme aujourd'hui et les crédits de la fonction proprement dite de défense, on sent que c'est vraiment en deçà du reste du ministère. Parce que vous avez le pilotage, vous avez aussi d'autres types d'activités, mais quand on prend le programme budgétaire vraiment consacré à la défense, on sent que ce n'est pas vraiment à la hauteur. Mais dans le budget 2022, un effort a été fait par rapport aux autres années, parce que vous pouvez augmenter le budget d'un département ministériel, mais la mission essentielle, la mission centrale, si les ressources budgétaires ne vont pas vers cette mission centrale, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, il y a plusieurs hypothèses, donc je répète, peut-être qu'il nous faut plus de ressources, plus de mécanismes pour mobiliser des ressources dans le secteur de la défense, mais il nous faut plus d'application et plus de sérieux dans la gestion du peu qui est alloué à ce secteur. D'accord. Je vais permettre donc une dernière question. C'est que quand on regarde les notes que vous avez eu à faire, on parle d'un budget sur lequel, partie investissement, on peut dire que bon, il y a une amélioration et tout d'efforts, mais en termes de conclusions du CIFWEB après lecture, c'est quoi les grandes conclusions? Oui, comme vous l'avez dit, pour l'investissement, étant donné que l'épargne budgétaire s'est améliorée, on constate une progression de 11% des recettes prévues pour l'investissement. Et ce que le CIFWEB retient, d'abord pour le contrôle des finances publiques, nous pensons qu'il faut d'autres mesures pour pouvoir habiliter davantage les institutions de contrôle. Et aussi, le président du FASO, dans son discours, a annoncé donc, a appelé la nation à faire plus d'efforts en termes de mobilisation de ressources. On s'attend à ce que nos autorités soient beaucoup plus explicites. Est-ce que ça va se traduire en termes de fiscalité, donc de nouvelles taxes ou bien de nouveaux taxes et de nouveaux taux, ou bien est-ce que ça va se traduire en termes de mobilisation comme on l'a vu avec la Covid. Donc il faut que nos autorités donnent des directives beaucoup plus concrètes parce que le temps presse et il nous faut effectivement plus de ressources pour le secteur de la défense, mais aussi pour l'humanitaire. Merci bien, Youssouf Ouattara. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CIFWEB. Merci d'être passé. Merci aussi à David Nana. Merci beaucoup. Voilà, des éclairages qu'on a très souvent sur ces questions qui sont très intéressantes d'ailleurs. On va nous passer à une autre rubrique, c'est celle société. Ce sont les périodes de fin d'année et cela rime très souvent avec réjouissance. Les boissons énergisantes sont consommées indifféremment des autres et parfois servies aux plus jeunes. Et pourtant, ces boissons peuvent avoir des conséquences bien fâcheuses. La preuve dans ce reportage. Composées pour la plupart d'extraits de plantes tels que la taurine, la caféine et le glucuronolactone, les boissons énergisantes inondent le marché burkinabé depuis quelques années. Une boisson bien consommée par les Burkinabés, mais qui, selon le nutritionniste comportementaliste Sawadgo Yakuba, n'est pas sans conséquences. Les boissons énergisantes, je ne les conseillerai jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des vertus, des prétendues vertus citées. Ben, quand vous prenez ces boissons, on dit quoi? Ces boissons stimulent le cerveau, l'intelligence, boostent le système immunitaire. Et, en gros, c'est une potion magique. Mais en réalité, quand on regarde de près ces boissons, la composition, la concentration moléculaire de ces boissons, on se rend compte que ces boissons nous font plus de mal que de bien. Et pour être plus explicite, le nutritionniste en veut pour preuve la taurine qui est une composante des boissons énergisantes. Les graines de la taurine, par exemple, contiennent 2 fois plus de caféine que la substance café. Et en plus de ces concentrations doubles de caféine dans les graines de cette taurine, vous avez de la caféine additionnée dans la composition de ces boissons. Donc ces boissons vont forcément vous donner un certain nombre de maladies chroniques qui sont des palpitations dues au taux élevé de caféine, des tremblements, des troubles de comportement psychotique et plus tard des problèmes d'hypertension artérielle et tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie métabolique. L'autre inconvénient dans la consommation de ces boissons énergisantes, c'est son caractère addictif. Le problème de ces produits est que quand vous consommez ces produits,
et ça vous attire vers une dépendance totale sur ces produits, au même titre que la drogue, la cigarette, l'alcool, j'en passe. C'est ça qui fait la dangerosité. C'est comme si vous me demandez, est-ce qu'il y a une fréquence de consommation de la drogue? Est-ce que je peux conseiller? Non. Pas tout ce qui peut pousser l'homme à être interdépendant, à être dépendant d'un produit. Et je crois que sur le plan de la médecine, il faut déconseiller. Accessible à tous et vendu dans les rayons des alimentations et dans les boutiques de la place, ce produit est pourtant très nuisible pour les enfants, selon le nutritionniste Yacouba Sawadogo. C'est encore plus dangereux pour les enfants que les personnes âgées encore, parce que les enfants plus tard vont développer les maladies plus tôt sur leur âge. Prenons par exemple un enfant qui commence à consommer une quantité très élevée de ces produits qui ont doublement ou triplement des quantités anormalement élevées de caféine. Mais plus tard, ces enfants à un âge avancé vont forcément même développer même l'Alzheimer, puisque ces produits vont faire trembler certains membres, et également l'hypertension artérielle, également le diabète, et sans parler même des troubles de comportement. Parce qu'en prenant ces produits, si vous demandez ceux qui consomment ces produits ont des troubles de sommeil. Les boissons énergisantes agissent à long terme sur les reins de par le glucuronolactone qu'elles contiennent. La prudence se doit donc d'être observée dans la consommation de ces breuvages afin d'éviter les maladies liées aux reins, rappelle le spécialiste. Après donc ces bons conseils, nous allons passer à la partie sport de ce JDS. Et pour cette dernière rubrique, je reçois donc de visage Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Et bonsoir aussi à Maïga. Oui, bonsoir. Dans la petite recevoir aussi, merci à Jean. Ça fait plaisir. Voilà. Et on va commencer par des images à partager. Les étalons qui ont été reçus par le Premier ministre Lassina Zerbo ce dimanche 26 décembre, c'était dans la matinée. Le Premier ministre a galvanisé les étalons pour la CAN qui débutera le 9 janvier prochain. Et il faut dire qu'ils étaient accompagnés, parlant des étalons, par le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, des membres du comité exécutif et du tout nouveau ministre des Sports, Mathias Tankwano. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le Premier ministre et le président de la Fédération burkinabé de football. Ce que nous leur avons dit, c'est le message du chef de l'État qui est que toute la nation est de cœur avec eux. Je pense que les étalons sont aujourd'hui encore plus forts, encore plus soudés, parce qu'ils savent que le sport en général et le football en particulier sert d'union, de cohésion, de l'esprit nation. Et c'est cet esprit nation-là que nous avons essayé de partager ensemble avec le vice-capitaine Dayo, l'entraîneur Malo, le président de la fédération et naturellement le ministre des Sports, M. Tankwano. Il a fallu que ce pays-là soit sécurisé pour que nous menions nos activités. Donc en retour, pour ce que je sais d'un patriote, c'est de rendre au peuple ce que le peuple nous a donné. Et c'est ce que les étalons vont faire au Cameroun. Donc c'est ce que M. le Premier ministre a essayé de faire passer comme message aux étalons. Maintenant, vous savez très bien que nous sommes dans un État responsable. Et chaque fois que les étalons ont eu à évoluer sur des terrains ou à participer à des tournois ou à des matchs de football, la nation a toujours été reconnaissante vis-à-vis de ces étalons-là. Ces étalons-là auront des primes de sélection, des primes de regroupement. Ils auront des primes de victoire. Donc, toutes les dispositions sont prises pour encourager nos étalons vers le succès. Il faut préciser que nos étalons quittent justement Ouagadougou ce dimanche même 26 décembre pour les Émirats Arabes Unis. Ils doivent entamer donc un stage de perfectionnement avant de repartir du côté donc de Yaoundé au Cameroun pour cette CAN-là. Claude Romba, Maïga Brema, on a écouté le message tout à l'heure du ministre. Il a parlé d'union et de cohésion. Je pense que notre équipe en a vraiment besoin parce qu'il y a des tirs à boulet rouge, il y a des incompréhensions et puis on ne parlera pas de fracture, mais il y a des bisbilles. Claude Romba. Évidemment, on sent qu'il n'y a pas toute la sérénité au sein du football burkinabé. C'est des procès, c'est véritablement chaque jour, comme quelqu'un le dit, il y a un nouveau dossier. Il y a toujours, en tout cas, soit c'est des procès, soit c'est des... Bref,
vraiment, c'est compliqué. Et donc, on fait bien de demander l'unité autour de cette équipe nationale-là. Il faut rappeler, le président Bansé l'a dit, toutes les dispositions ont été prises de ça aussi, c'est vrai, parce qu'on sait qu'il y a eu une réunion entre le ministère des Sports et la Fédération burkinabé de football, d'où on sait également que le budget est monté à 3 milliards de francs CFA pour la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'avant le temps, 1,5 milliard. Donc, pour dire que toutes ces questions des primes-là vont être réglées, ou en tout cas, on n'aura pas ces questions-là. Peut-être que le problème, c'est véritablement l'union sacrée. Et on sait déjà qu'il y avait ce pas un petit problème, cette sortie de la fédération après le voyage de Motsepe, le président de la CAF du côté du Cameroun, comme quoi le Burkina n'aurait pas voté en faveur de l'annulation de la CAN. En plus, on a vu la réaction de la fédération burkinabé, ce qui a valu le courroux de l'ex-président de la fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, qui a déposé une plainte pour diffamation contre la fédération burkinabé de football. Aujourd'hui, on apprend en tout cas qu'on a fumé le calumet de la paix grâce à la médiation du ministère des Sports et des Loisirs du CNOSB. On voit qu'il y a un communiqué de la Fédération burkinabé de football qui dit en tout cas qui s'excuse par rapport à tout ce qui s'est passé, et que l'union sacrée est en train d'aller vers et je pense que c'est ce dont on a besoin. Mais aujourd'hui aussi, mais c'est pas encore fini, parce que il y a tout ça. Peut-être que Bourama Maïga nous dira. Je sais qu'également lui aussi il y avait un autre problème de justice entre lui et le clan Traoré. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que là aussi on a aplani les difficultés, ou bien? Non, je pense que la balle à terre, j'ai eu à discuter avec les grands frères Alain Traoré, qu'on a fait le même centre de formation ensemble. Je pense que on met tout ça derrière, on se réunit derrière les étalons, comme ce que la fédération vient de faire avec l'ancien président. Je pense que l'union sacrée, c'est ce qu'on a fait en 2013. Voilà, je peux être témoin, parce que j'étais à la base de l'organisation, à la base des idées, avec le colonel Yak, pour pouvoir réunir. Si vous avez vu à ce temps, il y avait le Noufou, Kwanda, tous les gens qui ne s'entendaient pas, qui étaient dans le même hôtel, manger, dormir, jusqu'à la finale. Je peux vous dire, tout le monde avait donné sa contribution, tout le monde avait fait un sacrifice autour de cette équipe qui nous avait amené très très loin. Et il y avait une très très belle ambiance. Tant qu'il n'y a pas une ambiance autour, les enfants aussi sont au courant, et ça les démobilise pour aller très très loin. Je pense qu'aujourd'hui, si les enfants vont savoir que tout ce problème-là a été réglé, et comme vous le savez bien que j'ai beaucoup d'éléments au niveau de l'équipe nationale qui sont aussi importants, et aujourd'hui je fais réunion avec eux pour qu'ils puissent, vraiment c'est leur première CAN, et puissent montrer quelque chose d'autre pour le pays, et puissent oublier tout ce qui s'est passé autour de moi, autour des trucs, pour pouvoir aller vraiment de l'avant avec tous ceux qui partent en famille. Donc moi je peux vous dire, de notre côté, en tout cas moi, j'ai mis tous derrière l'intérêt national pour qu'on puisse quand même envoyer un très bon résultat. Et je peux vous dire que j'ai l'expérience. En 2013, que j'ai mis quelque chose en place qui est arrivé, et j'ai galvanisé mes enfants qui étaient avec moi ce matin, et je pense que le message est passé. Et je suis allé saboter pour demander la bénédiction avec Sankaré et Fabrice, pour qu'il puisse quand même, celui qui est sélectionné premier, et quand il était venu. Donc Saboter a été le premier à sélectionner Gustavo Sankaré. Voilà, avec les locaux contre Nigeria, et il a joué, il a été titulaire. Et peut-être les gens qui n'étaient pas au courant, donc il fallait qu'on lui demande la bénédiction, parce que Sangaré n'a jamais eu la chance de jouer en 4 août pour venir le remercier. Il a donné un maillot symbolique aujourd'hui, et le papa lui a béni, et qu'il lui donne un drapeau, d'aller montrer de quoi il est capable. D'accord. Mais justement, moi je me pose la question, Maïga, vous avez représenté le couleur nationale, donc vous savez ce que c'est, et puis ce contexte-là. Mais est-ce que les mots seuls suffisent? Parce qu'au fond, on a une fédération qui en son sein même a des problèmes, avec un président qui a débarqué certains. Il y a le qui n'est pas encore terminé. On parlait de certaines personnes, on va revenir par exemple sur l'affaire Nasser Diga, Claude Lomba, et beaucoup de petites choses. Est-ce que s'asseoir et dire, bon, écoutez, on va tout laisser tomber, le seul discours comme ça suffit? Est-ce que les enfants, il ne faut pas plus de preuves, plus d'actes? Ça, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un nouveau ministre des Sports, je connais, c'est un gars très dynamique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est lui-même qui a été le médiateur entre la fédération et l'ancien président. Je pense qu'il va faire beaucoup
avant vraiment d'arriver à la CAN pour éliminer tous ces murmures-là. Mais ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, on doit aller encore plus loin. Il y a des sages. Il y a des sages qui, quand même, il faut les écouter, comme les Noufou, les Kwanda, les Saboteurs, beaucoup d'autres, qui donnent quand même le mot psychologique pour réunir les gens, pour qu'on puisse aller là-bas. Le colonel Yacouba, l'ancien ministre qui était à la base des résultats de Cannes 2013. Donc, et tous, ce sont des ressources qu'on doit retrouver, et même les chefs coutumiers, voilà, pour qu'on puisse partir vraiment à l'union. Sinon, ce que vous dites, c'est pas assez de parler seulement, et les gens peuvent garder le ranking toujours. Alors que quand les talons jouent, tout le monde doit se sentir concerné par les résultats. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un très bon résultat des talons, même quand tu voyages, on dit, Burkina, quand on prend ton passeport, vraiment on te respecte. Je me rappelle de Cannes 2013, à chaque fois quand je passais dans un pays, parce que je suis un agent, je voyage beaucoup, Burkina, plus trop pas avancé, et ça fait plaisir quand même que les gens nous respectent sur ce base. Donc je pense aujourd'hui, c'est l'intérêt national, réunir tous les gens qui peuvent nous aider, même dans les chefs coutumiers, pour qu'on arrive à l'objectif de la nation. Vous avez vu, le Premier ministre a dit l'union, voilà, autour des talents. Donc ces messages-là doivent être un message pour tout le Burkinabé. Voilà. Il a parlé de l'affaire Diga. C'est de ça que je veux l'affaire Diga, je voulais... C'est un joueur, il faut rappeler, qui joue du côté donc, de Bâle, en Suisse, et qui donc défenseur central dans son club. Il est passé par Vitesse FC au Burkina Faso, et aujourd'hui il est du côté de la Suisse. Il a appelé en équipe nationale, mais on se rend compte qu'il y a une sorte de pression sur le jeune joueur, et qu'à partir du moment où il n'a pas une garantie d'être titulaire, il préfère se sacrifier donc à sa carrière. Est-ce que vous comprenez ça? Je pense que peut-être c'est un manque de communication. Et moi je pense que si avant de sélectionner le 28 ou 29 juillet, l'entraîneur devait communiquer avec tous les joueurs individuellement. Ça, c'est sur le plan international, sur le plan professionnel que j'ai dit. Je ne sais pas si ça a été fait. Si ça a été fait normalement, il n'y aura pas une discussion. Pour positionner les gens, je peux appeler quelques-uns comme le cadre, le nouveau cadre. Je peux appeler quelques-uns les outsiders. Mais dans la préparation, s'ils arrivent à prendre des places, ils vont jouer. Les petits, je comprends, il est venu 6 matchs, 0 minutes. Il joue dans l'un des plus grands clubs de l'Europe. Donc, il faut comprendre sa position. D'abord, il veut connaître sa position exacte quand il vient en sélection. Est-ce qu'il y aura du respect? Il ne faut pas le prendre toujours pour un gamin. Il faut le prendre par rapport à son statut dans son équipe. Il est titulaire, il joue Europa League, et peut-être ils sont deux qui jouent à lui et puis Tapsoba. Aujourd'hui, il se sent peut-être qu'il est entre 3 et 4e joueur. Si l'entraîneur avait communiqué avec lui et tous les 28 joueurs, même, il devait communiquer avec eux tous pour donner leur position. Celui qui n'est pas d'accord, il les remplace, et puis il n'y aura pas une situation comme ça. Je pense que ça a été un manque de communication. Et j'ai vu aussi les sorties d'Aristide Bansé. Aristide Bansé, c'est un team manager. Normalement, si la fédération ne disait rien après cette lettre, la team manager ou l'entraîneur, les gens allaient se demander pourquoi on ne réagit pas. Je pense que la réaction peut-être pouvait être autrement, mais c'est son droit, avec le poste qu'on vient de lui donner. Moi, je faisais ça avant, de communiquer, mais le joueur, c'est un joueur d'avenir pour le pays. On doit se calmer, on doit le comprendre. S'il vient encore, j'ai 6 matchs ou 7 matchs sans jouer une minute, il repart dans son club, il perd sa place, il n'est pas encore un joueur confirmé de l'Europe. Donc, essayez de comprendre pour qu'on puisse prochainement faire des communications. Si le sélectionneur avait appelé 3, 4, 5 jours après que tu seras venu, mais tu seras remplaçant de Edmond et Dao, et je ne pense pas qu'il y aura un problème. Mais s'il est 4e ou 5e, il n'aura pas un temps de jouer, il va retourner dans son club aussi, et il pourra faire une deuxième tour du championnat avec 0 match. Et 0 match aussi en sélection. Donc, essayez de comprendre, essayez aussi de comprendre Bansé aussi, pour que on apaise. Est-ce qu'un joueur doit demander une garantie de titulaire avant de venir? Il n'a pas demandé une garantie. C'est pour ça que je vous dis qu'il a besoin de la communication. Si l'entraîneur avait parlé avec lui 2-3 jours avant pour lui dire que je vais le sélectionner, mais voilà sa position. Après Dao et puis Edmond, tu seras le 3e, je ne pense pas qu'il y aura un problème. Mais si aujourd'hui Edmond n'était pas là, et c'est Dao qui a joué avec Siriago. Il n'a jamais joué une minute. Il faut que vous compreniez, ce gamin, son avenir d'abord pour le pays même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est en train de jouer, qu'il a joué avec le U20, que c'est là on a vu. C'est vrai, on a vu d'abord dans son club qu'il est bon.
C'est pour ça qu'on a pris pour aider la nation. Maintenant, si la nation a besoin de lui, il faut que les gens comprennent qu'il doit venir dans les meilleures conditions. Voilà, qu'il doit connaître aussi sa position. Moi, je pense que si chacun connaît sa position avant de venir, mais dans sa position de seconde, tu peux prendre une place de titulaire. Tabsoba était très loin dans l'avant. Quand il venait, il était 22e, 23e joueur de Duarte. Mais un peu, il a essayé de piquer une place. Un match là où il était en Espagne contre le Congo, il n'est plus sorti. Donc je peux vous dire, le garçon doit patienter, mais on doit communiquer avec lui avant de donner la liste. Et pour Brian Dabo, par exemple, Brian Dabo qui n'a pas été sélectionné. Bon, c'est dommage, c'est l'entraîneur qui sait pourquoi, mais moi je pense que l'entraîneur l'a dit. Moi je pense, mais si c'est un problème de discipline, il n'a pas souligné ça l'entraîneur. Il a parlé d'un problème et il a parlé de dire que c'est sportif, carrément. Si on dit c'est sportif, c'est quand même dommage parce que c'est un joueur qui fait partie de 11 de base dans les 6 derniers matchs. Et il a joué quand même les 5 matchs comme titulaire. Mais il y a des gens qui n'ont pas joué une minute, mais qui sont encore sélectionnés. Donc on ne peut pas parler de sportif. Il peut avoir un autre truc, mais il faut que l'entraîneur ait le courage de l'informer. Le public, aujourd'hui, le public n'est pas content parce que ce milieu-là, quand même, il est le seul joueur qui joue en première division. Il n'y a pas un autre deuxième. C'est ça, je vous avais dit dans le même plateau, tant qu'il n'y aura pas de critères, il y aura toujours des discussions là où les gens ne connaissent pas. S'il y a des critères, on va éviter beaucoup de trucs. Les gens qui jouent en première division, ils sont peut-être 5 ou 6 personnes qui ne sont pas là. Mais seul le résultat de la CAN va nous permettre de juger l'entraîneur à ce moment-là. Mais moi, personnellement, je pense que Brian Dabo, quand même, a sa place dans cette milieu de terrain. Même si il a déjà joué. un problème de discipline. Non, on n'a pas parlé de discipline, donc on ne peut pas parler de ça. Le sportif. Voilà, c'est quand aujourd'hui l'entraîneur a dit, sinon discipline, je ne suis pas pour. C'est comme le cas de Diga. On ne doit pas encourager un jeune ou un club de ne pas libérer les joueurs de venir en sélection. On doit libérer d'abord les joueurs, mais les joueurs, s'il y avait une communication, ça aurait évité ça. C'est le même Durian Dabo, l'entraîneur, pouvait le prévenir que je ne vais pas te sélectionner à cause du temps et temps, il n'y aura pas eu de problème. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand problème de communication entre l'entraîneur et puis ses joueurs. D'accord, mais en même temps, quand vous parlez de Nasser Djiga et tout, il y a des joueurs qui veulent bien défendre les couleurs de la nation, mais aussi qui ont des carrières. Et aujourd'hui, on est dans une réalité, c'est que quand on entend certains entraîneurs en Europe, c'est comme une pression qu'ils mettent sur nos joueurs africains. Moi, c'est ce par quoi même je veux qu'on termine. La question même de la tenue même de la CAN et ce débat-là. À cette période-là, janvier. Ce débat-là, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'il faut mettre comme on appelle, un règlement intérieur et puis respecter. Voilà, même quand un joueur reste en Europe, il appelle qu'il est blessé sans envoyer tous les trucs nécessaires et ça cause des problèmes. C'est pour ça, c'est le tour des étalons que moi je veux que ça soit encore professionnel, comme en Europe, comme l'équipe de France, l'équipe de Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres choses. Ça nous manque pour le moment. Donc actuellement, il y a la pression. Sans vous mentir, nous on est des agents. Depuis quand nous on jouait en professionnel, on négociait 2 fois de ne pas. Je me rappelle, quand on partait en CAN 2000, en Coupe du Monde Qatar 2003, moi j'étais pas titulaire, mais ils ont négocié Bansé de ne pas venir, qu'ils vont nous donner un peu d'argent qu'on gagne à l'équipe nationale à l'Ukraine. Mais Bansé n'a pas accepté. Il a forcé et puis parti. Et ces cas-là est beaucoup. Mais c'est nous, on doit être très direct avec nos joueurs. Et on doit faire comprendre aux gens que l'équipe nationale est plus importante. Aujourd'hui, tu ne peux pas jouer en Angleterre. Et si on jouait la CAN directement en juin, c'était pas plus facile? Oui, c'était plus facile, mais avec notre temps. Mais c'est en saison pluvieuse. Voilà. On connaît nos terrains. Mais si vous voyez aujourd'hui, si la fédération avait laissé ça passer, Aristide Team Manager, il y a deux autres aussi qui vont écrire qui veulent leur joueur. Ils ne veulent pas que leurs joueurs partent. Il y a beaucoup qui vont commencer à mettre. Il faut que les premiers ne passent pas. Ça ne doit pas passer. Nous, on a besoin de notre joueur pour qu'il puisse partir. Donc, amenez-nous notre joueur. On a convoqué d'abord le règlement FIFA. Il doit rejoindre l'équipe. Après, maintenant, s'il y a une autre négociation qui se fait, on fait pour libérer les joueurs. Donc, mais, pour vous, Diga doit venir. Diga doit venir. Il n'y a pas une explication. Diga doit venir. Ce n'est pas la volonté de Diga de ne pas venir. C'est le club qui a écrit, ce n'est pas Diga. Il a une obligation de suivre son club parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a pas confirmé en Europe. Il a envie de confirmer aujourd'hui. Si tu dis que Tabsoba ou Bertrand ne vient pas à la CAN, ils ne vont pas t'écouter. Ils ont déjà confirmé. Il y aura 50 équipes qui vont courir derrière eux. Donc je peux vous dire, les petits,
il est obligé d'écouter son équipe. Mais ce pression-là, c'est la fédération aussi qui doit faire son travail pour que les joueurs viennent. Sinon, il y aura beaucoup de cas comme ça, là où demain, vous allez voir que Sangaré veut que sortir, Tapsoba, Verkusen a besoin de lui, il le paye beaucoup, tout le monde a besoin de ces joueurs. Après, on va aller avec qui? Donc, les gars, il ne faut pas encourager les équipes à écrire pour maintenir les joueurs. C'est pour ça, moi, je suis là pour soutenir le petit gamin qui est l'avenir du football burkinabé. Mais il faut comprendre la récite, ce qu'il a dit. Moi, je suis d'accord pour que les joueurs viennent. Voilà, pour voir. Mais peut-être c'est la manière qu'il faut organiser prochainement avec la communication. Dernière question à vous deux, Claude Lomba, parce qu'on est déjà pratiquement 54 là. Les étalons d'école, ce soir même, c'est dans quelques heures, pour évidemment le stage de perfectionnement. Après, c'est le 9 janvier, le début de la CAN. Contre le Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourra à cette CAN? Les performances des étalons, l'état d'esprit, vous pensez qu'on peut aller loin? Bon, dernier pronostic pour chacun. Rapidement, il y a les Burkinabés vont retenir ça. Hein. Il y a un coup dur quand même pour le moment, parce que je pense que Firme est très important dans cette équipe-là. Laïkovi, il ne sera pas là pour la préparation. Je disais plusieurs fois dans les plateaux que de temps en temps, Malo devait conduire l'entraînement. Aujourd'hui, c'est lui qui conduit l'entraînement. Voilà, c'est Firme qui conduit tous les entraînements. Aujourd'hui, bon, voilà les choses, c'est ce que j'ai parlé pour que les gens puissent me comprendre. L'entraîneur titulaire doit conduire de temps en temps les entraînements, même si tu donnes la liberté à ton titulaire. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, ça c'est inquiétant d'abord pour moi. Qu'est-ce qu'il va mettre en place avant que Firme rejoigne et l'équipe. Deuxièmement, cette équipe, le visage qu'on a vu avec l'Algérie, avec l'esprit de solidarité de l'équipe, cette équipe qui a démarré le match là, je pense que vraiment cette équipe peut nous amener très loin avec leur esprit. Maintenant, ça dépend de l'entraîneur qui va voir les choses. Sinon, moi, j'ai vu une équipe très complète contre l'Algérie, le dernier match et aussi l'autre match contre l'Algérie. Et ça, c'est la meilleure équipe de l'Afrique qu'ils ont montré. Et je pense aujourd'hui, il peut montrer encore plus avec une très bonne préparation. Si la préparation a forcé, c'est la main on a forcé. Et j'ai bien expliqué qu'on a besoin, moi je suis sûr qu'on va arriver loin. On a besoin de toutes les assolopades, nous on est parti avec 16 personnes avec l'équipe en CAN 2013 pour la récupération des joueurs. Que ce soit les produits, que ce soit les conditions de l'hôtel avec les piscines et tout. Ça sera. Si ça passe à côté, on passera à côté. Et je pense que le troisième meilleur qualifie. Donc il faut compter 3 jours jusqu'à 4 matchs d'abord. Après, on verra le souci. On dit qu'on n'est pas dans les 3 meilleurs troisièmes. Ça serait une grosse échec pour l'entraîneur parce qu'il a montré une très bonne image au niveau de la préparation de la Coupe. Et lui-même avait bien précisé qu'on va prendre la Coupe du Monde pour préparer la Coupe d'Afrique. Je pense qu'il est bien armé. Et je pense que l'État a donné tout ce qu'il faut. Tout le monde a entendu que le président de la fédération a dit que tout est OK. Il n'y a pas des excuses que les étalons n'arrivent pas au minimum en quart de finale. Merci bien Claude Lomba. Pour terminer. Mais je pense qu'on va s'arrêter sur cette bonne note-là. Les étalons, en tout cas, on les voit mal ne pas atteindre en tout cas ces quarts de finale. Au moins ça. Sinon, moi je le vois très bien dans le dernier carré. Merci bien Claude Lomba d'être passé sur ce plateau, journaliste sportif. Merci aussi à Bloba Maïga, agent de joueur. Merci à vous aussi qui nous avez suivis depuis le départ de ce JDS, journal du dimanche au soir, qui ici et maintenant prend fin. On se donne rendez-vous pour dimanche prochain. Et d'ici là, portons-nous bien.